Les forums des lecteurs se poursuivent. Forum des lecteurs France Bleu, La Montagne, Corrèze Télévision. Le thème de ce forum est Histoire en famille. Nous recevons Colombe Schneck pour La Réparation aux éditions Grasset, ainsi que Marc Botrel pour Un voyage humain aux éditions Gallimard. Et ce forum est animé comme celui de tout à l'heure par Karine Papillot. Bonjour à tous, bonjour Colombe, bonjour Marc. Alors on vous retrouve tous les deux pour ce moment passé ensemble autour de deux histoires de famille, plutôt une histoire de racines et de secrets en ce qui concerne le livre de Colombe, et l'autre plutôt l'histoire d'un espoir de famille, Marc Botrel. En tout cas dans les deux cas, l'enfant et les enfants sont le cœur des livres, le cœur de vos deux livres. Alors, je vais commencer par vous, Marc Botrel. Votre histoire est un peu celle de la deuxième chance du couple. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots de quoi il s'agit ? Oui, en fait, c'est un homme qui n'a pas d'enfant. Il a 40 ans ? Voilà, et qui voudrait avoir un enfant. Et il vit avec une femme qui a déjà 2 enfants. Et qui un jour lui dit que elle est d'accord pour faire un enfant avec lui. Donc on suit tout depuis le. Alors elle lui envoie une carte postale pour lui dire. C'est-à-dire il est absent il vit éloigné. C'est une histoire qui a commencé, qui s'est arrêtée, qui a repris. Et puis, plutôt que de lui téléphoner, d'attendre qu'il revienne, elle lui écrit une carte postale dans laquelle elle lui dit qu'elle est d'accord. Et il reçoit cette carte postale. Et à partir de là, toute l'histoire d'un grand espoir et quelque chose que cet homme attend depuis longtemps. Et puis on suit toute la grossesse. Voilà. Alors, on a un petit peu l'impression que l'histoire d'amour tient à cette promesse d'enfant. Alors voilà, tout redémarre, à la fois le couple et aussi la vie de cet homme. Où du jour au lendemain, alors qu'il a 40 ans, il a l'impression qu'il revient comme s'il avait 25 ou 30 ans et que tout va recommencer, tout peut repartir. C'est une deuxième chance, oui. Alors, je dois vous demander, Marc Botrel, est-ce qu'on peut dire de quoi il s'agit, le vrai thème du livre ? Oui, le vrai thème, c'est une fausse couche, vue du point de vue de l'homme. C'est-à-dire que tout cet espoir, la grossesse, à un moment, va s'arrêter. Et le narrateur raconte comment il vit ça, comment il vit à la fois la carte postale, l'annonce, le début de la grossesse et puis l'effondrement quand la fausse couche arrive et aussi comment ce que lui ressent alors qu'il est extérieur c'est quelque chose qui concerne que la jeune femme, c'est vraiment son corps et c'est quelque chose qu'elle peut pas communiquer, comment ça crée une barrière véritablement. Paradoxalement, c'est la fausse couche qui va briser l'histoire ensuite. Alors, vous avez choisi de terminer votre livre presque sur une note haute qui s'interrompt brusquement. Comment avez-vous su que l'histoire était terminée ? À vrai dire, quand je l'ai terminé, ça se termine sur vraiment une souffrance de l'homme. Et il n'en peut plus, il arrête. Et alors, pour l'anecdote, quand j'ai envoyé le manuscrit à mon éditeur, il a été enthousiaste, mais il m'a dit l'arrêt est trop brusque. Donc il faudrait rajouter quelque chose à la fin. Et j'étais d'accord sur le principe de la construction. Et j'ai essayé de rajouter la suite. Je me suis rendu compte que quand je racontais la suite, le point d'équilibre du livre se déplaçait et qu'on repartait dans l'histoire d'un couple qui ensuite se délite et que c'était plus du tout, il n'y avait plus l'intensité, la beauté ou la tristesse qu'il y avait quand on restait juste sur de la carte postale jusqu'à la dernière visite chez un gynécologue. Enfin, vraiment le moment précis où le narrateur s'effondre et en a marre. Et la suite de l'histoire qui peut exister, c'est
ensuite on revient dans une histoire de couple et c'est plus très beau. Voilà, ça a plus la force ou l'intensité vraiment et cette différence entre le corps de l'homme et le corps de la femme qui sont la grossesse appartient qu'à la femme, mais l'homme est toujours un petit peu extérieur. Et donc c'était ça le point le plus intense que je voulais vraiment mettre en exergue et que je voulais mettre au centre du livre. Alors la fausse couche évoquée du point de vue du futur père avorté, c'est très très rare. Il y a 2 livres qui sont sortis sur le sujet, dont le vôtre cette année. C'est très très nouveau. Pourquoi avez-vous eu envie de traiter ce sujet et de cette manière-là ? Mais en fait, parce qu'il m'a semblé que vraiment c'était quelque chose qui était tellement intense et tellement fort et tellement que ça m'a semblé nécessaire de l'écrire. Et curieusement, d'ailleurs, le livre qui est sorti donc, il y a presque 2 ans maintenant, a été reçu de manière parfois très agressive et parfois par des hommes. C'était assez curieux. Vous franchissiez un tabou ? Je sais pas, j'ai eu des réactions des gens qui me disaient voilà, j'ai un sentiment de malaise en le lisant, d'autres par contre qui étaient très, très enthousiastes et qui avaient senti, mais c'est vrai que j'ai été surpris parce que j'avais pas l'habitude de faire, je cherche pas à faire des livres pour provoquer ou pour créer quelque chose, et là j'ai eu des réactions, certaines réactions négatives et d'autres au contraire qui c'était un livre très clivé par rapport et même par rapport parfois aussi au sexe de soit les lecteurs, soit les lectrices qui le recevaient totalement différemment. Ça veut dire que vous avez touché juste. Mais je sais pas, j'espère. Alors Colombe Schneck, l'histoire que vous racontez est celle de votre famille et du mystère qui entoure la disparition de 2 enfants, Salomé et Kalman. C'est aussi l'histoire du lien, le lien entre les générations à travers le prénom Salomé, qui est celui de votre fille, et celle d'une cousine de votre mère déportée. Comment l'histoire, par quel fil avez-vous commencé à tirer la pelote ? Parce que je ne vais pas raconter, pitcher, comme on dit, votre livre, parce que je vais prendre un temps que je préfère vous laisser à vous. L'histoire parle... J'écoutais Marc et je vois bien le lien qui est entre nos 2 livres, nos 2 histoires. C'est l'espoir qu'on a d'avoir un enfant et comment un enfant apporte la vie. Et quand cette vie se brise, il me semble que tout s'arrête. Tout s'arrête. Quand ma fille est née, elle s'appelle Salomé, elle a aujourd'hui 9 ans, j'ai eu le sentiment qu'effectivement que si elle mourait, ma vie en serait brisée. Et qu'elle pouvait mourir à chaque instant. Je pense que beaucoup de mères, mais peut-être aussi des pères ressentent ça, cette inquiétude qu'on a quand on devient parent, que votre vie tient plus qu'un fil. Le fil, c'est votre enfant, et que si ce fil se rompt, votre vie est foutue. Et je sentais ça avec une grande peur, une grande de panique. Et je me demandais pourquoi. Est-ce que cette inquiétude n'est pas trop importante ? Et bien sûr, cette inquiétude, elle est née du prénom de ma fille. Elle s'appelle Salomé. Et je ne l'ai pas appelée comme ça par hasard. Je l'ai appelée comme ça parce qu'il y a quelques années auparavant, ma mère m'avait dit, d'un ton très gêné, mal à l'aise, coupable, si jamais tu as une fille, est-ce que tu pourrais lui donner comme second prénom Salomé, qui est le nom de ma cousine dont il ne reste rien. C'est la première fois que j'entendais ce prénom, Salomé, cette cousine dont il ne restait rien. Et j'ai dit à ma mère, oui, pourquoi pas, d'un ton un peu désinvolte, comme si ce n'était pas si important cette question. Mais surtout, je n'étais pas prête à entendre l'histoire de Salomé à l'époque. Quand elle parlait de Salomé, je savais très bien à quoi elle faisait référence, mais je ne voulais pas entendre. Elle faisait référence à sa famille qui a été décimée par la guerre. C'est une famille de Lituanie. Ils étaient juifs, et 95% des juifs lituaniens ont été tués pendant la guerre par les nazis. Donc je savais bien sûr que c'était de ça dont elle voulait me parler.
Et puis ma mère est morte, j'ai eu un petit garçon. Et puis quelques années après, j'étais enceinte d'une fille. J'étais très heureuse d'avoir une petite fille. Et quelques jours avant sa naissance, je me suis souvenue presque par hasard du souhait de ma mère que j'avais oublié. Et donc on a appelé avec son père notre fille Salomé. Et je me suis rendu compte à sa naissance que je faisais porter une histoire terrible que je ne connaissais pas. Et je l'ai compris en faisant un cauchemar terrible. Le jour du retour à la maison, je m'endors et je fais un cauchemar où il y a des monstres à ma porte qui veulent s'emparer de ma fille. Et je leur casse la gueule, vraiment. Je leur donne des coups de poing, ils ont des grosses barbes et des couteaux. Et ils disparaissent, ils tombent. Et je me réveille en disant, c'est bien, je leur ai cassé la gueule, là, ces monstres, mais qui sont-ils ? Et là, à partir de là, j'avais plus le choix, il fallait que je connaisse l'histoire de Salomé, l'histoire de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère et de mes grandes-tantes. Donc le début du livre, c'est celui-là. Et comment on enquête sur un sujet dont il ne reste rien. Oui, et pour lequel vos proches petite fille, il n'en reste rien. Il ne restait personne. Donc je me suis dit que je ne trouverais rien. Et j'ai trouvé beaucoup de choses. J'ai trouvé l'essentiel. J'ai trouvé par exemple sur le site de Yad Vashem, qui est lieu à Jérusalem, où on met les noms, les photos de tous ceux qui ont disparu dans les camps, puisqu'ils n'ont pas de tombe. Donc il ne reste rien. Les 31 feuilles de témoignage que ma grand-mère avait fait pour des proches, dont la petite Salomé. Et pour Salomé, elle avait mis une photo. Et donc j'ai retrouvé une photo de cette petite fille, qui est dans le livre d'ailleurs, que je peux vous montrer, qui est une photo très je ne sais pas si vous allez la voir, qui est une photo très lumineuse, elle est dans les bras de ses parents. Et cette photo, c'est l'été, on est en juillet 1939 en Lituanie. Et on a le sentiment, quand on regarde cette photo, que rien ne peut leur arriver. C'est un couple heureux avec leur petite fille qui est dans leurs bras. Donc j'ai commencé par retrouver une photo. Et puis j'ai interrogé mon oncle qui est écrivain, Pierre Paché, qui a beaucoup écrit cette période, mais qui n'avait jamais écrit sur l'histoire de sa famille, l'histoire de sa mère, de sa grand-mère. C'était trop proche. Il est né en 1937, et pour les gens de cette génération, raconter ça, c'est trop difficile. Et je vois bien que j'appartiens à une génération où c'est enfin possible de raconter. Alors vous êtes allé jusque sur le... Alors je l'ai interrogé sur le vivant de ma famille, oui, qui était prêt à me parler, qui n'avait jamais parlé, et qui 70 ans après la guerre était enfin prêt à me parler, qui me disait qu'il était heureux de me parler. J'ai retrouvé des lettres qui datent de la sortie de la guerre, qui étaient adressées à ma grand-mère, de ses sœurs, qui lui racontaient des poèmes. Je suis allée en Israël, je suis allée en Lituanie, je suis allée aux États-Unis. Et j'ai pu retrouver l'histoire de cette petite fille, l'histoire de mon arrière-grand-mère, de ma grand-mère, de ma mère. Et combien l'histoire qu'elle m'avait cachée ne pouvait pas être racontée parce qu'elle était terriblement bouleversante. C'est une histoire qui ne pouvait pas être racontée. On dit toujours que l'histoire de la Shoah n'est pas d'ici, pas les survivants. Et effectivement, cette histoire n'était pas d'ici. On pouvait pas, même ma mère ne pouvait pas me le raconter. Même sa mère à elle ne me l'avait pas raconté. Alors, vous parliez de votre oncle Pierre Paché, qui est aussi écrivain. Et comment a-t-il vécu la révélation familiale que vous avez mise au jour ? Alors, il le savait. Il le savait par ma cousine. Et bizarrement, quand je l'ai interrogé la première fois, il ne me l'a pas raconté. Il l'avait mise de côté parce que l'histoire est tellement difficile. Je pense qu'il ne l'avait pas oublié. Mais juste, il n'était peut-être pas prêt, lui, à me la raconter. Ou peut-être qu'il l'avait oublié de façon volontaire parce que c'était trop dur à porter. Et après, quand je lui ai rappelé l'histoire, il me dit « Oui, c'est vrai, je me souviens très bien quand Gila me l'a raconté dans un taxi entre Jérusalem et Tel Aviv. » Mais sur le moment, non, il n'avait pas pu me le... Mais il m'a dit « Va voir notre cousine Gila, qui habite en Israël, qui a toujours voulu savoir et qui, elle, te racontera. » Mais Gila, elle est née après la guerre, donc c'était plus facile pour elle de raconter que pour Pierre. Effectivement, vous parlez de génération, il y a une génération qui peut commencer à dire les choses. On ne dira pas ce que vous avez trouvé, parce que ça n'enlèverait pas l'intérêt du livre, mais autant garder aussi. Est-ce que la situation à laquelle votre famille s'est trouvée confrontée pendant la guerre au sujet de ces deux enfants, est-ce que c'est quelque chose avec laquelle vous avez fait la paix ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, je portais une immense culpabilité de cette histoire, moins forte que celle de ma grand-mère ou de ma mère, mais je portais quand même... je dois dire que le degré de culpabilité a
légèrement baissé. Mais pourquoi Et les- culpabilité? Vous n'y étiez pas, vous n'étiez pas né, vous n'étiez même pas... Oui, mais vous savez, on hérite de choses terribles, inconscientes. Bien sûr, il n'y avait qu'une raison qu'elle soit coupable. Elles n'étaient pas coupables d'avoir survécu à la guerre sans leur enfant. Ma grand-mère n'était pas coupable, ma mère n'était pas pourtant coupable, mais on porte souvent une culpabilité sans avoir à être coupable de quoi que ce soit. On porte davantage de culpabilité que les bourreaux. Enfin, Oui. Alors, ça, le titre, je voudrais quand même une explication sur le titre. Ça signifie quoi, réparer? La réparation, c'est différentes choses. C'est une tentative, bien sûr, parce que je crois qu'il y a une réparation pour moi, je l'espère pour mes enfants, mes neveux et nièces, bien sûr pour ma mère, ma grand-mère, mes grandes-tantes. Il n'y a pas de réparation possible pour ce qui s'est passé pendant la guerre. Mais depuis la guerre, il y a une tentative. Par exemple, il y a beaucoup de formes de réparation. Il y a eu ce qu'a fait Jacques Chirac en 1995 en reconnaissant la responsabilité de l'État français dans l'importation des Juifs de France. Il y a 1 an et demi, j'ai reçu un coup de téléphone de la commission d'indemnisation donc créée par Jacques Chirac, me proposant une réparation parce que mon grand-père, pendant la guerre, n'avait pas pu exercer son métier de médecin à cause des lois de Vichy. Il avait dû se cacher, avec ma mère, avait été cachée dans un couvent, donc on proposait une réparation forfaitaire. Et je me disais, mais pourquoi moi, on doit me réparer pour quelque chose que je n'ai pas vécu, dont je n'ai pas souffert Et je crois que c'est cette interrogation, pourquoi moi j'ai à être réparée pour quelque chose dont je n'ai pas, pour quelque chose que je ne porte pas, que vient ce titre. Alors, vous avez écrit ce livre, vous avez d'abord fait l'enquête, amassé tous ces documents, vous avez fait un travail de journaliste, qui est aussi votre métier. Je ne dirais pas que c'est un travail de journaliste, parce que c'est un travail de journaliste... J'aurais pas été une bonne journaliste, parce que c'est un travail très subjectif, très personnel. Donc je crois que c'est le contraire d'un travail journalistique, justement. J'ai travaillé, je voulais tout savoir. Ça, c'est peut-être la journaliste en moi qui a une curiosité infinie, qui veut tout savoir. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait aussi quelque chose de subjectif, de personnel. Ça ne suffisait pas de faire une enquête journalistique pour écrire ce livre. Mais ensuite, vous avez fait un travail d'écrivain. Comment s'est déroulée l'écriture de ce livre pour vous, puisque vous n'étiez pas disjointe du sujet? Alors, c'était long et compliqué parce que j'ai mis... c'est un livre que je ne voulais pas écrire au départ. J'ai mis un certain nombre de paravents. J'ai beaucoup hésité. Je ne suis pas allée directement dans cette histoire. Donc, je l'ai réécrit et réécrit une dizaine de fois avant d'arriver à ce livre-là. Je voulais que ce soit un livre qui reflète l'état de panique, de confusion dans lequel j'étais quand... Je ne voulais pas écrire un livre trop joli, trop propre. Je voulais montrer combien le chemin avait été sinueux, combien je m'étais trompée. Et je voulais que le livre reflète ça. Est-ce que c'est un livre de témoignage? Je dirais pas non plus. Qu'est-ce que je sais pas. C'est le roman d'une famille? Je pense que quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit voilà, il faut pas que je me trompe. C'est un livre que je ne veux pas rater. Mais il faut que j'invente mon propre livre. Il faut que j'invente ma propre forme. En même temps, je voulais être très sobre, que les choses soient racontées le plus simplement possible. Mais il fallait aussi que j'invente ma propre écriture, mon propre roman, ma propre démarche, ma propre forme, parce qu'il me semblait que ce que j'écrivais n'avait jamais été raconté. Donc je ne sais pas ce que c'est. C'est mon livre. Est-ce que vous avez envie que votre fille le lise dans quelques années? Si elle le veut, elle le fera. Et quelqu'un m'a dit, c'est pas la réparation, c'est la séparation. Je crois que grâce à ce livre, elle est séparée de cette histoire. Elle est bien sûr très fière, elle a 9 ans, qu'un livre parle d'elle, je lui ai dit. Donc Mais ça vous paraît bizarre ce que je vais dire là, mais ça ne l'intéresse pas trop. Et ça, très bien. Elle est passée à autre chose. Elle a 9 ans, ce qu'elle aime, c'est aller faire du poney. Voilà, elle ne porte plus cette histoire. Et je sais très bien, pour elle, c'est terminé. Est-ce que pour vous, c'était une manière de régler son compte à l'histoire avec un grand H, ou l'histoire de votre famille? Est-ce que vous en avez fini avec les mauvais rêves? Oui, j'espère. Oui, je pense. Je pense que je me suis séparée de cette histoire. Voilà. Et donc il fallait l'écrire. Voilà.
Merci Colombe Schneck. Merci à vous. Merci Colombe Schneck, merci Marc Potrel pour vos 2 très beaux livres. Et à découvrir, on n'a pas défloré, mais il y a de vraies intrigues dans chacun de vos romans. Enfin, dans vos romans, dans chacun de vos histoires. Merci à tous pour votre attention.